Écoute, c'est simple. Il y a un an, quasiment tout pile, fin décembre, l'Atalanta en collait 5 au Milan. Et c'était vraiment le début du renouveau. C'est-à-dire que c'était la claque de trop, celle qui a fait déborder le vase. Et tous les acteurs du Milan, pour vous le dire, c'était vraiment le point de départ de ce qui a été recréé par la suite en 2020. Et si tu fais un peu une rétrospective de tout ce qui s'est passé dans l'année 2020, il y a évidemment eu ce début, enfin ce fin de saison dernière où Stefano Pioli a commencé vraiment à engranger des résultats grâce à évidemment l'arrivée de Zlatan Ibrahimovic qui a Ouais. tout changé, mais aussi celle de Simon Kier de l'Atalanta qui était vraiment la surprise, qui est devenu le patron de la défense du Milan, même devant Alessio Romagnoli. Et Alexis Saelemaekers, un Belge arrivé un peu de nulle part, qu'on connaissait pas trop en Italie, et qui lui aussi a su mettre sa patte dans ce 11 de la Milan. Donc le mercato de janvier déjà avait été très bon. Ensuite, avec Ibrahimovic, j'ai envie de te dire, tout est toujours plus simple. Oui, Donc c'est vrai que Milan a commencé à carburer. Ibra a pris les choses en main. Il a déjà recadré un vestiaire qu'on avait besoin, un vestiaire très jeune. Le projet du Milan, c'est un projet axé autour de la jeunesse. Et c'est vrai qu'avec un joueur comme Zlatan Ibrahimovic, alors qui te fait augmenter la moyenne d'âge, forcément, mais qui aussi t'apprend à l'expérience, t'apprend comment on travaille au quotidien, l'exigence du quotidien. L'entraînement, c'est à 1000% avec lui, c'est pas 99, c'est pas 100%, c'est à 1000%. Et c'est vrai que l'alchimie a pris, la mayonnaise aussi. Et Milan a commencé à engranger les résultats. Ensuite est arrivé le confinement, avec juste avant la dernière défaite du Milan en championnat à l'heure où on se parle, donc ce qui est assez dingue. oui. Donc voilà, c'était la dernière défaite face au Genoa le 8 mars. Et c'est vrai qu'après le confinement, à la reprise, Milan a continué à engranger les résultats. Ils n'ont pas eu l'objectif l'année dernière de la C1 parce que bon, ils partaient de beaucoup trop loin avec Oui. la période de Gianpaolo. Et ensuite, il y a eu un facteur capital dans l'été, dans la fin de saison dernière et dans l'été qui s'en est suivi, c'est la confirmation de Stefano Pioli Oui. et le non finalement au projet Ragnick qui aurait dû arriver, qui aurait provoqué le départ de Paolo Maldini, le départ de Riccardo Massara qui est le directeur sportif du Milan, le départ de Pioli évidemment, le départ d'Ibrahimovic parce que Ragnick n'en voulait pas, enfin le départ de tous les gens d'expérience. Oui. Et ça aurait été un renouveau qui aurait peut-être marché, mais personne ne le sait. Mais on voit qu'aujourd'hui, avec la confirmation de ce noyau fort, dirigeants, entraîneurs et joueurs d'expérience, avec ce mélange de jeunes, la mayonnaise a super bien pris. Et aujourd'hui, Milan est premier. Ça reste une surprise, on va pas se mentir. Personne ne les attendait là. Personne ne les attendait invaincus. C'est quand même une Oui. performance d'être encore invaincu aujourd'hui dans les 5 grands championnats. C'est la seule équipe à être encore invaincue. Donc c'est assez énorme. Aujourd'hui, Milan est leader. Est-ce que Milan va gagner le titre? C'est la question que tout le monde se pose. Tous les superstitieux voilà, vont essayer de conjurer le sort, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Milan, en tout cas, est candidat au titre parce que il y a un noyau qui est fort. Et même sans les grands joueurs, comme Zlatan Ibrahimovic qui a été longuement blessé, qui est Oui. toujours aujourd'hui, sans beaucoup de titulaires qui sont blessés, Milan continue à avancer. Ils s'en sortent parfois à la dernière seconde. Il y a un Milan Ladio, Théo Hernandez, qui sur un corner arrive à la dernière seconde pour marquer le but de la victoire. Oui. Donc c'est vrai que Milan, même sans ses titulaires, arrive à avancer. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est créé autour de ce groupe-là. Comme tu l'as souligné, hein, chacun est à sa place. Ce qui pourrait résonner on va dire, dans les oreilles de nombreux supporters de différents clubs où justement les gens sont parfois pas du tout à leur place. Mais ici, parmi tous les noms que tu as cités, on a remis de l'ordre dans la maison. Aujourd'hui, l'AC Milan, c'est 10 victoires, 4 matchs nuls et donc, comme tu le soulignais, 0 défaite. C'est tout simplement le seul club invaincu en Serie A cette saison. Une attaque évidemment très performante. C'est, si je ne m'abuse, la seconde de Serie A, la première étant l'Inter, et une défense particulièrement solide, avec seulement 16 buts encaissés. La tendance de l'AC Milan sur les 5 derniers matchs, c'est 3 victoires, 2 nuls. Donc on est plutôt sur quelque chose d'évidemment extrêmement cohérent. La réponse est oui, sans aller plus loin, évidemment. Pour une raison simple, et tu l'as dit, c'est que l'Inter est éliminé de toutes les compétitions. Donc aujourd'hui, l'Inter n'a plus que la Coupe d'Italie et n'a plus que le championnat. Donc il y a un sentiment d'obligation parce que Antonio Conte sur le mercato a été satisfait, tant l'année dernière avec l'arrivée de Romelu Lukaku, que cette saison, par exemple, avec l'arrivée d'Arturo Vidal, de Kolarov. Alors même si ça marche pas beaucoup, mais Kolarov, c'est lui qui l'a voulu. Antonio Conte touche 12 millions d'euros par an, donc ce qui en fait l'entraîneur le plus payé de Ouais, Serie A et paradoxalement aussi le mieux payé de l'Inter entre ses joueurs, parce que Lukaku, qui est le joueur le plus payé, prend 7,5 millions. Antonio Conte à 12 millions, évidemment, a une obligation de résultat. Quand tu prends autant, alors ouais. ça fait pas tout, mais il y a évidemment un sentiment d'obligation. Et l'Inter aujourd'hui, avec
j'ai envie de dire, c'est cette humiliation, cette catastrophe industrielle en Ligue des Champions, parce que le groupe est abordable, parce que le Real Madrid n'était plus le Real Madrid, même si voilà, il y a un sentiment de reprise, mais c'est pas le Real Madrid il y a quelques années. Donc l'Inter aurait dû sortir de ce groupe avec le Shakhtar et le Borussia. Donc ils l'ont pas fait. Ils sont même pas en Ligue Europa. Donc aujourd'hui en Serie A, ils enchaînent les victoires. Le jeu n'est pas hyper flamboyant parce qu'Antonio Conte a pris le parti de reculer son bloc, de le fortifier et d'arrêter. Il a essayé de faire un jeu plus flamboyant, mais il a vu que ça marchait pas. Que derrière c'était trop friable. Du coup, la partie a des bases très solides. Il a reculé un peu tout le monde. C'est très efficace. Ça contraste évidemment avec l'AC Milan qui a un jeu spectaculaire, qui marque, je crois, 2 buts depuis au moins 15 matchs. Donc voilà, c'est un jeu très champagne. Que l'Inter, si tu le regardes, c'est moins flamboyant, tu prendras moins de plaisir, mais c'est solide. Ça gagne. Ils sont à 1 point de Milan, donc évidemment, ça reste ouvert. Et après être fini l'année dernière à un petit point de la Juve, même si la Juve, évidemment, avait fini un peu on va dire en claquette, en claquette pour finir la saison. Mais c'est vrai que là, maintenant, l'Inter a clairement que ça à jouer avec la Coupe d'Italie. Donc, l'oubli de la Serie A est le grand objectif parce que c'est beaucoup trop important pour les clubs italiens. La Coupe d'Italie serait un bonus, mais ça reste un bonus qui est aussi important parce que si tu fais un doublé, ça te sauve la saison. Pour l'instant, la saison, on va dire, n'est pas vraiment réussie parce qu'on en a parlé de cette élimination. Par contre, si l'Inter gagne la Serie A, voire la Coupe d'Italie, je pense que les tifosi ont tendance à un peu oublier ce qui s'est passé. C'est cette élimination. Donc, évidemment que l'Inter est obligé de gagner parce qu'elle a un avancement qui est exceptionnel comme Romelu Lukaku. Lautaro Martinez à côté. Au milieu, Vidal est sur la reprise. Derrière, il y a ce trio Skriniar, Devray et Bastoni qui marche vraiment très bien. Il y a le problème du gardien. On en parlera dans les prochains épisodes du côté de l'Inter où Andanovic commence un peu à être sur le déclin, même si c'est un gardien que j'adore, mais voilà, qui est avancé dans l'âge, qui a besoin aussi de souffler, de laisser peut-être sa place. En tout cas, l'Inter aujourd'hui, oui, doit gagner le championnat pour sauver sa saison. Et Antonio Conte est obligé de gagner parce que si Antonio Conte ne gagne pas, quid de la fin de saison, quid est-ce qu'il va rester sur le banc? Ce serait une vraie question qui se poserait. Ce sera vraiment un feuilleton à suivre si l'Inter n'arrive pas à gagner le championnat d'Italie. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'il est encore trop tôt pour tirer un bilan sur Pirlo, parce que je sais que c'est la grande question que se pose tout le monde. Que vaut Andrea Pirlo comme entraîneur? Ce qui vaut, on verra déjà à la fin de la saison. Ce sera un premier bilan, c'est un novice, donc laissons-lui le temps. Il a ses fautes, il a ses qualités, donc il faut encore lui laisser le temps pour juger. C'est beaucoup trop tôt. Mais bon, ce qu'on peut dire pour l'instant sur la Juve d'Andrea Pirlo, c'est que tout d'abord, il faut passer le contexte. La Juve a entamé un projet rajeunissement qui a commencé l'été dernier avec les départs de Blaise Matuidi, les départs de Gonzalo Higuaín et le départ de Douglas Costa, par exemple, qui est reparti au Bayern, pour faire venir des joueurs comme Federico Chiesa, comme Kulusevski, pour rajeunir comme McKennie au milieu, pour rajeunir cet effectif qui était vieillissant. Et donc, il y a une sorte de renouvellement. Ensuite, Maurizio Sarri est parti parce que le mariage n'était pas bien passé. Pirlo est arrivé pour 2 raisons. La première, c'est qu'il était là depuis une semaine, il entraînait les 23, mais il n'a même pas le temps de les connaître parce qu'il les a vus une semaine. Donc, tout de suite, il a fait la bascule dans l'équipe première parce que Andrea Pirlo, vous le connaissez tous, il y a un côté intriguant parce que le joueur était exceptionnel, très intelligent, et donc on a tous envie de le voir sur un banc. On avait tous envie de le voir sur un banc, donc c'est la première chose. Et aussi parce que niveau salaire, Pirlo n'aura pas la prétention salariale d'un Pochettino, par exemple, qui va signer probablement au PSG. Il y a d'autres grands entraîneurs comme pu être Max Allegri ou comme même Sarri, il a été. Donc voilà, et Pirlo avait le bon combo entre la manière dont il intriguait les gens et le salaire qu'il prenait, parce que la Juve doit aussi faire des économies dans une période et le contexte qu'on connaît actuellement. Donc voilà, c'est la première chose. Donc projet rajeunissement. Ensuite, Pirlo en train un peu de tâtonner. C'est vrai que il est en train de trouver un peu son 11. Ce qu'on peut lui reprocher peut-être, un des reproches qu'on peut lui faire, c'est peut-être de tenter beaucoup de choses dans une période où la Juve a peut-être besoin d'être rassuré, d'aller sur des choses essentielles et avoir des points de sécurité. Et c'est vrai que quand Ronaldo n'a pas été là, on a vu que c'était plus compliqué parce que Ronaldo, évidemment, est le phare devant. C'est celui qui guide toute l'équipe, une équipe encore plus jeune, donc elle compte encore plus sur lui. Et c'est vrai que Pirlo tente des choses qui peuvent être intéressantes. On l'a vu notamment à Barcelone quand la Juve avait gagné. Et tente des choses, mais c'est vrai que cette période, on a l'impression que la Juve a besoin de sécurité. Donc peut-être que Pirlo devrait revenir à des choses plus essentielles, plus basiques, pour ensuite revenir à des choses, tenter des choses que lui aimerait. Surtout parce que le rythme, encore aujourd'hui, était effréné. On jouait tous les 3 jours. Aujourd'hui, ça sera un peu plus espacé. Donc, Pirlo a ajouté des tests tous les 3 jours. Et tu n'as pas forcément le temps de préparer ça à l'entraînement parce que les joueurs partent, par exemple, à la trêve. Et là, il y a quasiment l'équipe qui part en sélection. Donc, c'est compliqué de tester des choses à l'entraînement. Donc, aujourd'hui, Pirlo
c'est trop tôt, mais disons, voilà, il y a des choses intéressantes, des choses qui le sont moins. Et sur le terrain, la grosse surprise de cette début de saison, ce qu'on peut dire, c'est que McKennie a été très intéressant dans notre jeu. C'est vraiment celui qui garantit l'équilibre du milieu de terrain et il prend d'ailleurs sa place de titulaire depuis quelques matchs. Ronaldo, évidemment, on ne le présente plus, mais il faut aussi le dire, il ne faut pas banaliser ses performances. Elle est toujours là, il est au rendez-vous. C'est un bon joueur, je pense qu'il a un bel avenir. mais c'est vrai que ça reste quand même. Des fois, on banalise ce que fait Ronaldo, mais aujourd'hui, il reste là. Et on a vu la Juve sans et avec Ronaldo, et la Juve sans Ronaldo n'est pas du tout la Juve avec Ronaldo. Donc, il reste capital et essentiel à cette Juve-là. Donc, McKennie aussi la surprise. D'accord. Rabiot qui commence un peu à perdre sa place parce qu'il n'est pas très à l'aise dans ce schéma à deux milieux de terrain. Donc, il perd un peu de terrain aussi sur ses concurrents directs. Et évidemment, la surprise derrière, la très, très bonne surprise. Alors, on parle encore de surprise aujourd'hui, mais c'est évidemment De Ligt qui est vraiment impressionnant. De Ligt, c'est un joueur exceptionnel. C'est le leader de la Juve, contrairement à Bonucci, qui perd beaucoup de terrain. Ouais. Je pense que les tifosi vont couper la vidéo quand ils vont entendre son nom, mais restez avec nous. C'est vrai que Bonucci, aujourd'hui, est en grande perdition. C'est plus du tout le leader de cette Juve-là. Il a beaucoup de mal dans le 1 contre 1. C'est vraiment une période compliquée pour lui. Et d'ailleurs, depuis quelques années. Et De Ligt, lui, a repris le flambeau. Et c'est le vrai patron de cette Juve-là. Donc, il y a des bons points, évidemment, à la Juve. Et il y a un retard, il a dit, de 10 points. Donc, c'est pas rien. Il y a un match en retard contre le Napoli qui, à la base, avait été gagné sur tapis vert. Et voilà, la justice a décidé autrement. Donc, il va se jouer ce match. Donc, la Juve, aujourd'hui, il y a 10 points du Milan avec un match en moins. C'est un écart important. Après, la Juve est qualifiée en 8e de Ligue des Champions contre Porto. Donc, voilà, c'est assez abordable. La Serie A, rien n'est perdu. Donc, voilà, pour la Juve, attendons. C'est sûr qu'ils ont 11 points de moins que l'année dernière. Donc, ça reste impressionnant. C'est quelque chose qui fait effet quand tu regardes. Mais bon, c'est trop tôt encore aujourd'hui pour tirer un bilan. Mais disons que voilà, c'est un bilan mitigé. Attendons encore. On aura le temps de débriefer d'autres matchs de la Juve. C'est vrai que pour l'instant, voilà, il y a du bon, il y a du moins bon, il y a du chaud et du froid. Donc, voilà, le premier bilan est mitigé. Mais voilà, attendons la suite de la saison pour voir comment se construit cette Juve-là de Pirlo. Mais il y a des choses qui sont intéressantes et qui méritent d'être vues sur la longue durée. En effet, ce qu'on peut noter, et tu l'as souligné en mentionnant De Ligt, d'une défense très solide. Hein. C'est la seconde meilleure défense de Serie A derrière le Napoli, justement. Ils ont certes un point de retard, mais un match de retard, mais ce n'est pas des clubs qui vont prendre 5 buts comme ça dans un match. Donc, ça reste une défense très solide. Et après, très simplement, la Juve, hein, peut-être que le décollage est en cours. Sur les 4 derniers matchs, on est sur 3 victoires et un nul. Donc, comme tu dis, attendons. Mais bon, ça reste la Juve. Donc, peut-être que le diesel s'est mis en route et ça pourrait faire des siennes. Petite parenthèse, alors c'est quelque chose qu'on n'a pas encore raconté publiquement, mais moi, je suis un fan devant l'éternel d'Andrea Pirlo. Et La Vista, en fait, s'appelle comme ça parce que, étant fan d'Andrea Pirlo et qui, pour moi, symbolise, et comme pour des millions de fans, La Vista, justement, comme il était sur le terrain. Voilà, La Vista vient de ma passion personnelle pour Andrea Pirlo. Alors déjà, ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez rien à faire le dimanche et que Sassuolo joue, n'hésitez pas à regarder parce que c'est très agréable. Et prenez-vous 1h30 pour regarder les matchs de Sassuolo parce que le jeu… Alors aujourd'hui, c'est ça que ça devient de plus en plus connu. Tout le monde connaît des Zerbi, entraîneur qui est évidemment un entraîneur qui monte, qui a une cote, qui grimpe sérieusement, qui a des propositions d'ailleurs, beaucoup à l'étranger. Ouais. Et c'est un entraîneur très intéressant. Mais c'est vrai que Sassuolo aujourd'hui, la première chose à laquelle on pense, c'est le jeu. Voilà, c'est une équipe qui joue, qui a envie de jouer. Alors, parfois, qu'il y a des défauts, un peu comme être trop naïf, être trop passif derrière. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui va toujours de l'avant, qui a envie de proposer des choses. Et elle va un peu dans la tendance actuelle du beau jeu, de l'envie de marquer. Et voilà, pas seulement de défense. C'est vrai qu'en Italie, depuis quelques années, on a une tendance à vouloir jouer, à vouloir proposer des choses. Ce qui, évidemment, a contre-tendance il y a 20 ans, par exemple. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de jouer en Italie. Et comme l'Atalanta de Gasperini, par exemple, Sassuolo de Zerbi est dans cet esprit-là. Donc, Sassuolo, déjà, c'est une équipe qui joue très bien. Il y a évidemment des joueurs qui sont très intéressants, comme Jérémy Boga, qui est un joueur exceptionnel dans le 1 contre 1. C'est peut-être même l'un des meilleurs d'Europe. Je n'ai pas peur de le dire. N'hésitez pas à regarder Jérémy Boga, mais ouais, c'est vraiment un joueur qui est exceptionnel dans le 1 contre 1. Alors, il a des phases bonnes et moins bonnes, mais dans le 1 contre 1 pur, c'est vraiment un joueur qui a une facilité à effacer son vis-à-vis qui est exceptionnel. Voilà, c'est vraiment un joueur, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à le regarder. Il y a Maxime Lopez, évidemment, que les Français connaissent, que les supporters de l'OM connaissent, qui a trouvé sa place rapidement. Moi, j'ai eu beaucoup de retours de Sassuolo qui sont satisfaits du joueur, de son adaptation, de son arrivée depuis Marseille. D'ailleurs, ils veulent le garder.
Un petit info au passage, Sassuolo veut garder Maxi Lopez qui est en prêt. Donc, D'accord. Maxi Lopez va probablement rester à Sassuolo. Et il y a évidemment des joueurs comme Domenico Berardi qui sont plus connus, international italien, qui avait un peu de mal à se confirmer. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il a passé un cap quand même, qu'il prend cette équipe sur les épaules. Donc voilà, ce combo, ce mélange de beaux jeux, de leadership, de De Zerbi, fait que Sassuolo a une équipe qui joue la première partie de tableau. L'objectif déclaré est la Ligue Europa. Voilà, c'est leur objectif. Ils ont envie de jouer la Ligue Europa. L'avenir de De Zerbi, c'est une question. Beaucoup demandent, mais De Zerbi aujourd'hui a une cote. Est-ce qu'il n'a pas envie d'aller plus haut? Si vous me posez la question, lui récemment disait moi, je suis prêt à jouer la Coupe d'Europe avec Sassuolo. Il n'a pas peur, il a envie de la jouer. Ouais. Par contre, c'est évident que si demain, un gros club, par exemple, je prends au hasard l'Inter Milan, se sépare d'Antonio Conte et cherche un entraîneur qui va vers le beau jeu, et des Zerbi, évidemment, je pense serait forcément intéressé. Mais aujourd'hui, lui n'exclut rien. Il a une grosse cote, donc voilà, même en France, ça pourrait être aussi un profil qui pourrait intéresser. En tout cas, Sassuolo fait clairement partie des très, très, très belles surprises de ce début de saison, du moins une surprise confirmée, qui joue la première partie de tableau. Un seul défaut peut-être aussi à souligner, c'est la capacité le manque de capacité à élever le niveau dans les grands matchs. Voilà, Ils avaient très bien joué contre l'Inter Milan. Ils s'étaient pris d'ailleurs une petite rousse à domicile. Contre Milan, ils prennent un but au bout de 6 secondes et demie. Voilà, ça en dit long sur la naïveté, la passivité parfois dont peut faire preuve les joueurs de Sassuolo et surtout la défense. Mais en tout cas, voilà, ça reste une très belle réalité, une très belle équipe à avoir joué. Donc, voilà, mon conseil à moi, c'est n'hésitez pas à vous prendre 1h30. Dites-le à vos compagnes, à vos compagnons. Prenez-vous 1h30, regardez Sassuolo et vous ne perdrez pas votre temps. C'est une équipe super à avoir joué, c'est très agréable. On pense notamment à Patrick qui gère le compte Football Tactique, qui est un grand fan de De Zerbi. Je rebondis très rapidement sur ce que tu disais par rapport au fait que De Zerbi pourrait être très utile dans certains clubs du championnat de France. Je sais qu'il y a une énorme tentative de lobbying sur Twitter pour amener De Zerbi à l'Olympique Lyonnais. On ne sait pas si ça ne serait-ce qu'effleurer les oreilles de Jean-Michel Aulas. Mais en tout cas, on serait ravis de l'accueillir en Ligue 1. Mais nul doute que si jamais Conte doit sauter, bon, les sirènes de Milan pourraient être beaucoup trop tentantes pour lui. Et espérons que s'il va dans un plus grand club, il continuera avec cette philosophie de jeu. Ça, c'est une certitude. C'est un super joueur, tu l'as dit. Alors, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, il fait beaucoup la une des journaux. Du moins, il est très médiatique, il est médiatiquement exposé parce qu'il a une très jolie cote. Il arrive à un certain âge où peut-être que c'est le moment de partir ou d'aller voir ailleurs. Mais en tout cas, c'est un joueur qui est exceptionnel, tout simplement, qui a eu la capacité de s'adapter à plusieurs rôles sur le terrain, sur le milieu de terrain, dans un poste plus avancé. Voilà. Il n'a pas peur de se remettre en cause. Il a des qualités qui s'adaptent partout, à tous les postes. Et aujourd'hui, clairement, dans cette Udinese-là, qui n'est plus l'Udinese des Toto Di Natale et d'Alexis Sanchez à l'époque, aujourd'hui, Rodrigo De Paul est un joueur exceptionnel. C'est le leader technique, évidemment, de cette équipe-là. Après, la grande question, c'est est-ce que c'est le moment de partir pour lui? Probablement parce qu'aujourd'hui, l'Inter serait très intéressé par son profil. C'est du moins ce que dit la presse italienne. Alors, en janvier, visiblement, ce n'est pas la tendance parce que te priver d'un joueur comme ça en janvier, ce serait évidemment un énorme coup dur pour l'Udinese qui joue un peu le maintien quand même. Alors, elle est un peu dans le ventre mou du classement. Ouais. Après, avec l'Udinese, on ne sait jamais. Ça peut être très bon, très mauvais. Ça peut être un peu entre deux. Donc, vendre des pôles, ça pourrait être un coup trop dur pour l'Udinese pour la suite. Donc, moi, personnellement, mon avis, c'est que je pense qu'il va rester en janvier, malgré l'intérêt de gros clubs. Parce que Rodrigo De Paul ferait plaisir à l'Inter, mais à beaucoup de gros clubs aussi. Hein. C'est un profil qui conviendra à tout le monde. Ouais. Donc, évidemment, aujourd'hui, l'Udinese n'a pas envie de le vendre. Par contre, si une offre après arrive avec plusieurs zéros, bon, la donne peut être remise. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas la volonté de l'Udinese. Par contre, l'été prochain, clairement, un départ pourrait être envisagé. C'est même quasiment certain. Ouais. Et là, on pourrait le voir. Lui aimerait rester en Italie. Hein. Il aime beaucoup ce pays, il aime beaucoup le championnat, qu'il connaît maintenant depuis plusieurs saisons. Ouais. Évidemment que le profil, tu l'as dit, c'est exceptionnel. C'est du très, très haut niveau. Chaque année, il passe un cap. Ouais. Peu importe le poste dans lequel il est. Techniquement, c'est un joueur délicieux, décisif surtout. Aujourd'hui, hein, c'est pas un joueur seulement qui est vague, c'est un joueur décisif, concret. Donc voilà, c'est un profil évidemment à suivre. Et c'est un profil qui est un peu perdu dans cette Udinese que plus personne ne suit, honnêtement, du moins de l'étranger ou de vue de France. Plus personne ne suit l'Udinese. Mais ce joueur-là, c'est le phare de l'Udinese. Donc voilà, en janvier, un départ n'est pas prévu.
malgré les sirènes de l'Inter. Mais en tout cas, l'été prochain, ce sera un profil vraiment à suivre parce que c'est un joueur très, très intéressant. D'accord. Alors, quelques infos sur Depol, hein, parce que nous, on le connaît, mais ce n'est pas encore un joueur du très, très, très grand public. Mais il ne demande que ça. Pour rappel, hein, il est arrivé dans la saison 2017 à Udinese pour 3 millions. Ouais. Aujourd'hui, il est valorisé à 35 millions. Donc, ce qui est plutôt une jolie culbute. Mais nul doute que s'il doit être transféré, le 35 millions pourrait facilement être dépassé pour le natif de Sarandi en Argentine. Mais en tout cas, oui, son jeu pourrait convenir à beaucoup de clubs. Enfin, comme tous les joueurs qui ont une intelligence de jeu, qui sont polyvalents, qui ont une bonne technique. Mais en tout cas, canon, merci pour ce focus sur De Paul.